Salut à tous mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent encore pas, qui ont rejoint la chaîne ces derniers temps, je suis Gérald. Aujourd'hui, aïe, dans cette vidéo, on va enfin parler hydraulique. Alors j'ai divisé cette vidéo en deux parties, donc il y aura deux vidéos, parce que elle durait un peu plus de 35-40 minutes, et c'est beaucoup trop long comme format sur YouTube, hein. Les gens se barrent au bout de 10 minutes, un quart d'heure. C'est trop long, donc on va la diviser en deux. Donc on va parler hydraulique, c'est une série de vidéos, hein, vous le savez, consacrée à la fonderie d'aluminium sous pression, ce formidable métier. Et c'est un métier où on utilise beaucoup de systèmes hydrauliques, hein, des grosses machines où il y a beaucoup de systèmes hydrauliques. Et donc j'ai pas mal de compétences, on va dire, dans le domaine. J'ai été formé en Suisse allemande, j'ai travaillé beaucoup avec des machines suisses allemandes et avec des machines italiennes. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la fonderie d'aluminium sous pression et donc participé à beaucoup de maintenance et de dépannage de ces systèmes. Donc voilà, je voulais vous partager avec vous, si ça vous intéresse, aujourd'hui de l'hydraulique. On en trouve absolument partout. C'est pourtant pas une discipline qui est bien connue à l'école, je trouve, puisque moi je ne l'ai pas du tout appris sur les bancs de l'école. Hein. Pourtant j'ai fait un bac pro électrotechnique. Je suis arrivé donc dans l'industrie avec zéro connaissance, hein, mais vraiment zéro. Je ne savais pas différencier le dessin d'un bloc hydraulique avec une tuyauterie dessinée. Hein. Je suis parti vraiment du ras des pâquerettes. Et donc, c'est donc l'industrie, moi, qui m'a formé. Donc, si vous n'y connaissez rien en hydraulique, aujourd'hui, avec tous les tutos, avec Internet, tout ça, on peut quand même apprendre pas mal de choses en la matière. Donc, l'hydraulique, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les travaux publics, hein, dans les machines, dans les engins forestiers, dans les engins agricoles, dans les engins de salage de route. Voilà, dans toutes les grosses machines qu'on voit qui roulent, qui ont des roues, qui sont dans des tunnels, qui creusent, c'est souvent de l'hydraulique. Hein. Et puis on en retrouve beaucoup aussi, évidemment, dans l'industrie, énormément dans l'industrie. Donc, ça pourra peut-être vous aider, ces deux vidéos, eh bien, à comprendre certains phénomènes physiques. Alors attention, hein, je ne suis pas non plus un physicien, mais voilà. Alors je ne vais pas rentrer dans le domaine technique, je vais essayer de vous faire comprendre les phénomènes physiques. Parce que je pense, moi, que il faut comprendre les phénomènes physiques pour bien comprendre comment fonctionnent les choses. Et si on comprend bien comment fonctionnent les choses, eh bien, on peut clairement mieux les dépanner que quelqu'un qui n'y comprend rien et qui fait juste ça parce qu'on lui a dit de faire ça. Il faut réfléchir. Voilà, donc je vais faire juste deux vidéos hein, consacrées à l'hydraulique. Alors vous voyez, j'ai déjà perdu 4 minutes à vous expliquer des trucs, donc ça va très vite. Mais bon, il faut le faire. Donc voilà, je vais vous expliquer les phénomènes physiques en hydraulique et puis ça pourra peut-être vous aider à comprendre 2-3 trucs. Parce que l'hydraulique, c'est très compliqué, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup d'appellations avec des noms tordus, il y a beaucoup de grandeur, valeurs physiques avec des conversions qui sont trop chiantes. L'hydraulique, c'est aussi un peu comme l'électricité. On voit des choses, on voit un vérin, on voit un truc tourner, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ces machines. Voilà. C'est tous des blocs fermés avec des vis, on ne voit rien, il faut prendre des mesures, c'est encore moins facile qu'en électricité, puisque là il faut des débitmètres, des manomètres, il faut aussi peut-être écouter les choses, il faut faire des mesures de... Enfin, et puis quand on veut chanter, c'est pas comme en électrique où on met un bout de fil entre deux bornes. Hein. Si on veut chanter en hydraulique, il faut sortir les outils, la clé, parfois purger, ouvrir, foutre de l'huile partout. C'est pas une discipline, on va pas se mentir, qui est facile. Hein. Voilà, donc et puis il y a beaucoup de matos, il y a beaucoup de plomberie, hein, puisque c'est de la tuyauterie. Hein, alors donc il y a beaucoup de raccords. Et vous savez comme moi, dans les raccords, hein, on va aller d'un pas à gaz à un pas ISO, à un pas conique. Il y a des appellations par pays. Donc voilà, c'est vraiment le bordel. Alors je ne vais pas vous expliquer tout ça. Moi, je vais juste rester dans les phénomènes physiques. Voilà.
J'ai déjà parlé pendant 6 minutes. Voilà. Donc l'hydraulique, à quoi ça sert déjà? Ça sert à déporter en fait alors déjà on convertit une puissance électrique en une puissance rotative, on va dire un moteur électrique. Donc on fait tourner un moteur. Ce moteur entraîne un arbre de pompe et cette pompe entraîne des palettes, des pistons, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça aspire de l'huile et ça produit une pression en sortie de pompe. Donc on aspire de l'huile et on se retrouve en sortie de pompe avec de l'huile sous pression. Et donc de l'hydraulique, pour bien comprendre les choses, pourquoi on a utilisé beaucoup d'hydraulique? Parce que c'est quelque chose de très pratique pour transporter de la force. Et oui. Alors on va comparer ça vite fait à une chaudière. Dans une maison, dans une usine, n'importe où, vous avez une chaudière, elle est à un endroit et puis on transporte la chaleur via un fluide porteur, genre de l'eau chaude. On l'emmène à 20, 30, 50, 60 mètres par des tuyaux. On libère cette chaleur par l'intermédiaire d'un échangeur, d'un radiateur, et puis l'eau revient froide, et puis elle est réchauffée, et on fait une boucle. Donc on a transporté de la chaleur. Eh bien l'hydraulique, c'est exactement pareil. Dans une pelle mécanique, on n'allait pas mettre une centrale par bras. On met une centrale à un endroit et elle va dispatcher tout ça dans toute la pelle mécanique. Et on va aller alimenter un vérin à droite, un vérin à gauche, un truc rotatif, un machin de levée. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert à ça en fait, fondamentalement, l'hydraulique. C'est pour transporter une puissance d'un point A à un point B via de la tuyauterie. Voilà. Et après, on pilote tout ça. Je vous dis, on ne va pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'on verra, enfin si on verra plus tard dans l'injection. Mais en tout cas, c'est pour comprendre en fait la suite de la vidéo sur la fonderie. Je vous dis parce qu'il y a énormément d'hydraulique en injection, donc je suis obligé d'en parler. Et moi, j'apparente ça aussi beaucoup à l'électrique en fait. Dans le domaine de l'électrique, les gens ont peur d'électricité. Il y a beaucoup de schémas en électricité, il y a beaucoup de matos en électricité, donc c'est très comparable. On transporte aussi une énergie d'un point A à un point B. Voilà, donc voilà. Il y a beaucoup de voilà. Donc, on va commencer par une petite question toute bête, et puis au bout des 2 vidéos, ou peut-être des 3 vidéos, parce que j'ai toujours tendance à rallonger, une question toute bête. Alors, j'ai pris mon tableau, vous avez vu, un bon vieux tableau blanc, il n'y a rien de meilleur pour expliquer les choses, et puis mon fond vert, que j'ai investi dans un fond vert, parce que je trouve ça pratique de pouvoir afficher les trucs sympathiquement pour comprendre les choses. Alors, je vous mets une pelle mécanique ici. Voilà, vous avez une pelle mécanique. À votre avis, pourquoi les vérins hydrauliques qui sont montés sur cette pelle mécanique, pourquoi sont-ils dans ce sens-là? On a la tige d'un côté et le fût de l'autre. Pourquoi c'est pas le contraire? Le fût d'un côté et la tige de l'autre. Eh bien oui, pourquoi? Vous n'êtes jamais posé la question, Eh bien, quand vous aurez regardé les 2 ou 3 vidéos que je vais faire, vous saurez pourquoi on monte les vérins dans ce sens-là. Parce que c'est pas du hasard, c'est pas parce que ça fait joli. Voilà. Donc, c'est pour vous donner une petite idée. Puis, une petite question. Voilà. Donc, réfléchissez. Et puis, vous verrez que vous saurez pourquoi. Alors, on va commencer par les bases. Et oui, parce que, comme dans toute discipline, il y a un socle, il y a des bases. Et il faut les connaître, si on veut comprendre. Moi, franchement, je ne suis pas du tout matheux et ça m'emmerde les formules. Mais quand même, il y a des formules qu'on est obligé d'utiliser. Voilà. Donc, en hydraulique, il y a une formule qu'on utilise beaucoup et qui est très importante, on va dire, qui est la base, c'est le socle. C'est celle-là. C'est P égale F sur S. Voilà. Et on l'utilise plus sous la forme P fois S égale F. Et ça, c'est une base, et c'est la seule, moi, que j'utilise d'ailleurs, que j'ai utilisée dans ma carrière en hydraulique, puisque, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette formule? Déjà, elle a des valeurs. Donc, P, c'est une valeur de pression, celle-là, c'est la pression. S, c'est une surface, une valeur de surface, et puis F, c'est une valeur de force. Donc, elles ont des unités, évidemment. Alors là, c'est pareil. Comment vous expliquer que c'est vraiment chiant?
Parce que des unités de mesure de pression, il y en a plein. Alors, il y a des outils de conversion sur Internet. Aujourd'hui, c'est très facile, hein. Mais sachez qu'en pression, vous avez le pascal, l'hectopascal, le kilogramme par centimètre carré, le bar, le psi, le millimètre de mercure. Bref, tout le monde y allait de sa petite sauce et franchement, c'est la galère. Alors, dans l'industrie, nous, on se fait pas chier. On utilise le bar. Parce que sinon, c'est le bordel. Donc, les unités, franchement, c'est pas facile non plus de s'y retrouver. Alors, on n'y comprend rien. Alors, quand on fait des calculs, on est en sueur. Parce qu'on se demande si on n'a pas raté une virgule, ou si on n'a pas bien zéro, si on est sur la bonne valeur. Ils sont vraiment chiants. Mais bon, on est obligé d'y penser. Donc, la pression, normalement, sur cette formule, c'est en pascal, hein. Vous connaissez tous le pascal, on entend parler dans la météo, hein. L'hectopascal, c'est la pression atmosphérique. Je vais expliquer. Je vais aller un peu plus vite parce que là, le S, donc c'est en mètres carrés. Alors là, par contre, ça parle à tout le monde, hein. Tout le monde est capable de se représenter 100 mètres carrés. Je sais ce que c'est 1 centimètre carré. Je sais ce que c'est le représenter physiquement. C'est très facile. Voilà, donc là, ça va, c'est pas trop chiant, hein. Et puis le F, la force en newton. Alors là, c'est pareil. Qui utilise les newtons, hein? Personne. Mais personne n'utilise les newtons, à part les physiciens. Puis si dans les bagnoles, le couple, il est donné en newton, ouais. Le truc vraiment de tous les jours, mais sinon, on utilise quoi? Le kilo, nous? Bah oui, c'est chiant. Voilà, donc, mais je suis obligé. Alors, la formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit simplement qu'en hydraulique, hein, y a une chose qu'on doit comprendre facilement, puis qui est très importante quand on veut comprendre les choses, c'est que la force, elle va être proportionnelle à la surface et à la pression. Ce qui veut dire quoi? J'ai un vérin hydraulique, hein, un vérin hydraulique, qu'on va représenter schématiquement comme ça. Voilà. Je vais lui appliquer une force hydraulique pour qu'il sorte. On va sortir la tige. Ici, donc c'est un fût cylindrique. Donc il a une surface. Et cette surface, on va dire qu'elle est équivalente à ça. L'huile va pousser sur cette surface en équivalence. Voilà. Donc tout le monde sait calculer pi r carré. Je vais calculer la surface où mon huile va venir appuyer pour sortir la tige. Puis je vais appuyer avec une certaine pression en barre. Donc si je multiplie la pression que j'appuie, si par exemple je pousse à 100 bars sur telle surface, bah, j'aurai telle force. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force est proportionnelle à la surface où on va venir appuyer avec une certaine pression. Voilà, tout simplement. Et cette formule, bah, elle est importante pour calculer le dimensionnement d'un appareillage, quoi, pour savoir est-ce que je vais avoir assez de force avec mon vérin si je veux rentrer dans de la terre gelée. Hein. Est-ce qu'il me faut 100 bars, 200 bars? Est-ce qu'il me faut un vérin de 10 cm de diamètre, ou de 20 ou de 30, hein, ça dépendra. Voilà. Et donc la chose qui varie le plus, on va dire, dans la vie réelle, c'est la pression, hein. On ne fait pas varier la surface du vérin, la surface d'appui. Compliqué de faire varier une surface d'appui dans un système hydraulique. C'est pas chose facile. On va plus faire varier la pression pour faire varier la force. Donc voilà, donc on fait varier la pression dans un système hydraulique pour faire varier la résultante, donc la force. Voilà comment ça se passe. Et voilà ce que cette formule nous dit. Et puis, alors évidemment, hein, on peut trouver en mesurant la force et la surface, on peut trouver la pression. Enfin, on ne va pas faire des maths, hein. Donc voilà à quoi sert cette formule. Et puis voilà. Donc maintenant, on va détailler un peu ce que c'est que la pression déjà. On va commencer déjà, essayer de vous expliquer. Enfin, il y a 2-3 trucs à comprendre. On en est à 16 minutes. Et puis voilà. Donc, puis après, je vais arrêter la vidéo parce que ça va être déjà trop long. Voilà. Donc,
Première chose à savoir, c'est que quand on parle d'un bar de pression, c'est égal à 100 000 pascal. Alors, je vous disais par rapport à la météo, hein, on parle aussi en millibars. Donc, la pression, qu'est-ce que c'est en fait? Comment se l'imaginer? Alors, il y a une pression qu'on vit tous les jours, hein, c'est la pression au travail. Hein. On nous dit, allez, il faut aller travailler. Mais c'est pas celle-là qu'on va parler. On va parler de la pression atmosphérique. Hein, ça, c'est vraiment pour expliquer. Qu'est-ce que c'est la pression atmosphérique? Physiquement. Ben, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez la Terre. Hein. La Terre, elle est entourée d'une atmosphère. Et puis, cette atmosphère, eh ben, il a une... il a une taille, en fait, il mesure quelque chose. Si on monte dans l'atmosphère, plus on va se rapprocher du vide spatial, moins il y a d'air. Eh bien, il y a une distance, hein, il a une épaisseur. Putain, je cherchais le mot épaisseur. Alors, l'épaisseur de l'atmosphère, j'en sais rien. Légalement, la ligne de Kármán, on est dans l'espace à 100 km. J'en sais rien. L'épaisseur de l'atmosphère, on va dire n'importe quoi, je dis 50 km. Corrigez-moi, c'est pas ça. Et donc, cette épaisseur d'atmosphère, c'est dingue d'y penser. L'air, en fait, cette épaisseur-là, enfin, l'air, il a un poids. Et oui, ça nous pèse, en fait, sur nous. Donc, ce poids, c'est environ 100 000 pascal. C'est représenté par 100 000 pascal à hauteur de la mer. C'est comme ça. Et ça correspond quasiment à un bar. Alors, c'est à 0 et des pougnets, hein, vous irez voir. C'est pas tout, mais c'est ça. Donc, on a une atmosphère qui nous pèse sur la tronche. Et en fait, cette pression, eh bien, elle est partout. Elle est comme la matrice dans le film. Elle est universelle. Elle est partout. Donc, on a une pression qui s'exerce en permanence, tous les jours, tout le temps, toute notre vie, sur la planète. Tout le monde l'a subi. Les plantes, les animaux, tout le monde. Et ça appuie aussi sur la surface de la mer. Hein. Donc ça, c'est un bar. Donc, on vit... Et c'est pour ça que l'atmosphère est aussi une unité de mesure. Hein. Des fois, on entend 2 atmosphères, 1 atmosphère. 1 ATM, 1 ATM, 1 ATM. 1 atmosphère, c'est égal à 1 bar. À 100 000 pascal. Et donc, cette pression, on l'a subie de partout. Et donc, quand on monte sur une montagne, les alpinistes, eh ben, ils ont moins de pression. S'ils montent à 8000 mètres, ben, ils ont 8 km de moins sur la tronche d'atmosphère. Donc, la pression diminue. Et plus on monte, plus la pression diminue. C'est pour ça que les avions, on les pressurise, parce que la pression est trop faible. C'est pour ça qu'on a mal aux oreilles quand on descend une côte, parce que la pression, elle change. Et notre corps, il est capable de sentir des toutes petites variations. Voilà ce que c'est la pression. Alors, je voulais vous parler d'atmosphérique, parce que on la subit tous les jours. Donc, et puis, il y a un autre phénomène, c'est évidemment quand on plonge dans l'eau. Hein. Quand on plonge dans l'eau, plus on descend, plus on sent nos oreilles, ça appuie dessus et tout, parce qu'on est, on est des vrais détecteurs de pression. Alors la pression, on la mesure avec un manomètre. Hein, un manomètre, on appelle ça, c'est un appareil de mesure à aiguille, digital, comme vous voulez, mais en tout cas c'est un appareil de mesure, l'appareil de mesure, pardon, c'est le manomètre. Alors maintenant, est-ce que vous avez déjà entendu parler des colonnes d'eau? Pour parler encore de pression. Qu'est-ce que les colonnes d'eau? On dit souvent 1 bar égale 10 mètres de colonne d'eau. Voilà. Et ça, on s'en sert en hydroélectricité. Vous prenez un tuyau en plastique, un tuyau en verre, un tuyau, tout ce que vous voulez, transparent, pas transparent, de ce diamètre-là, ou de ce diamètre-là, ou de ce diamètre-là, ou comme vous voulez. Vous le mettez bien droit, puis vous le faites monter à 10 mètres de haut. Voilà. Vous avez votre tuyau, il fait 10 mètres de haut, et vous le faites monter bien droit. Ou alors, vous le mettez contre une montagne, contre une pente, quoi, sur un terrain, et puis, eh ben, vous faites 10 mètres de dénivelé. Alors, il peut y avoir 150 mètres comme ça, et puis 10 mètres de différence de hauteur. Hein. Imaginez une pente, un tuyau. Voilà, le tuyau suit la pente. Le tuyau, il fait 150 mètres. Et là, j'ai 10 mètres de dénivelé.
Eh bien, si vous mettez un mano ici, un manomètre qui va lire la pression, donc il sera ici. Eh bien, si vous êtes monté de 10 mètres et que vous l'avez rempli d'eau, vous aurez 1 bar de pression dans votre tuyau. Là, vous aurez 1 bar parce que vous serez monté de 10 mètres. Voilà ce que c'est les 1 bar par colonne d'eau. Et c'est ce phénomène c'est ça qui se passe dans l'eau. Quand on descend de 10 mètres, on prend 1 bar. Donc à chaque fois qu'on descend de 10 mètres, on reprend 1 bar. Donc dans la fosse des Mariannes, où c'est à 11 km, c'est vraiment des pressions extrêmes. C'est pour ça que les sous-marins, c'est des trucs blindés, quoi. Parce que la pression est telle que déjà, ils sont obligés d'avoir des formes très arrondies pour bien répartir la pression. Et puis, tout est très bien étanche, parce que là, c'est vraiment de la grosse patate, parce que vous avez un poids d'eau qui appuie sur tout le tour. Elle s'applique partout, la pression. Voilà. Et puis, il y a un exemple aussi que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc 1 bar, 10 mètres de colonne d'eau. Donc vous prenez ce tuyau, vous le remplissez, vous le mettez 10 mètres, et ben vous aurez 1 bar. Et puis même s'il fait 800 km de diamètre, votre tuyau, tant qu'il fait 10 mètres, vous mesurez en bas, il y aura 1 bar partout en bas. Voilà, c'est comme ça. Et il y a un exemple donc sur YouTube que vous pouvez aller voir, c'est la chaîne de Christophe 48. Christophe 48, il a une turbine avec laquelle il fait de l'hydroélectricité. Donc, il a une buse comme ça, avec un tuyau. Il y a de l'eau qui sort. Ça tape dans des objets. C'est une roue, quoi. C'est le moulin, mais amélioré. Et puis après, il a un alternateur. Et là, il produit de l'électricité. Et donc, il a un tuyau qui court sur son terrain. Et il a une prise d'eau. Voilà, il a une prise d'eau. Donc, il prend de l'eau. Et puis, cette eau, par l'intermédiaire d'un gros tuyau qui doit faire 1,5 pouce ou 2 pouces. Ça, c'est une unité de mesure pour la taille. C'est des pouces. Ah ben, mettez 1 pouce, tiens, pour le bonhomme, tant que vous y êtes. Pensez-y. Donc, il a un tuyau qui court sur son terrain et il vient alimenter des objets, une roue, et on fait de l'électricité. Eh bien, en bas, lui, il a un manomètre. Et si ma mémoire est bonne, il doit être aux alentours de 6,2 bars, je crois. Ou 6,8 bars. Eh bien, on peut faire l'inverse. Quand on sait ça, 1 bar, c'est 10 mètres. 10 mètres de colonne d'eau. Eh bien, Christophe, s'il a 6,2 bars, on peut calculer que sa prise d'eau, elle est à 62 mètres de dénivelé. C'est-à-dire que la différence entre sa buse et le haut de son tuyau, eh bien, il y a 62 mètres de hauteur. Le tuyau, il peut courir sur 150, 200, 300 mètres, comme ça, linéaire, mais en différence de hauteur, il a 62 mètres. On peut très bien mesurer un dénivelé avec un tuyau. Vous voulez connaître un dénivelé chez vous, un casse-tête, comment faire? Eh bien, vous prenez un tuyau, peu importe le diamètre, vous le déroulez du point haut au point bas. Au point bas, vous y foutez un manomètre, bien étanche, oléo-étanche, vous collez tout ça, un petit collier, enfin bref. Vous mettez un manomètre assez précis, parce que là, vous allez avoir, si c'est 80 mètres, vous aurez 8 bars. Donc pas un 0,600 bars, prenez un 0,10 bars. Parce qu'en plus, ils ont des fourchettes de travail. Et puis, eh bien, vous remplissez l'eau, et vous allez en bas et vous mesurez. Si vous avez 8 bars de pression, vous savez que le point haut de votre tuyau, il est à 80 mètres. Voilà, on peut mesurer le dénivelé juste avec un mano et un bout de tuyau. C'est magique. Voilà pour la pression. Je m'arrête ici parce que voilà, c'est déjà trop long. Donc, la prochaine fois, eh bien, on parlera de surface, de débit, de force. Voilà, on continuera et puis
vous saurez pourquoi ces pelles mécaniques, c'est monté dans un sens et pas dans l'autre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. Et puis voilà, on va continuer, alors je sais pas, peut-être 2 ou 3 vidéos. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou. Prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour le Brûlant, salut.